Monique Poulot, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est une tendance qui se généralise dans d'autres villes? On a parlé de Paris tout à l'heure, effectivement, votre présentation était centrée sur l'Île-de-France. D'un mot, qu'est-ce qu'il en est alors en France et peut-être même plus largement en Europe? Bon, le mouvement d'agriculture urbaine est général. Là-dessus, la France n'a sans doute pas été motrice. Je pense qu'on a vraiment des exemples qui nous viennent, ce qu'on a appelé des villes en décroissance, donc les villes qui étaient vraiment en situation difficile. Alors le cas de Détroit a été très, très développé, mais on pourrait parler aussi de toutes les villes anglaises, ces villes minières ou industrielles en décroissance pour qui l'agriculture a été alors un moyen de se nourrir, ou tout du moins d'essayer de se nourrir, mais au-delà de la nourriture, c'est aussi la recréation, alors on va dire du lien social pour faire vite, la reconnaissance d'une activité qui a d'autres significations. Moi j'ai un peu travaillé sur certaines villes anglaises, on est aussi sur l'idée que l'agriculture est un moyen de retrouver des marques, des rythmes, et notamment pour des publics en grande difficulté, ça peut être des moyens, alors le mot de réinsertion est peut-être trop fort, mais de réapprendre à vivre, voilà. Et je pense que c'est vrai que l'agriculture urbaine, il faut la voir sans doute comme une agriculture en complément de l'agriculture rurale, si on reprend le vocabulaire d'Audrey Pulvar. Elle ne va pas nourrir la ville, c'est une évidence. Elle va simplement apporter un complément et elle va surtout permettre de faire réfléchir les urbains sur ce qu'est l'agriculture. Et déjà, s'il y avait cette reconnaissance, ça serait déjà beaucoup. Écoutez, c'est très intéressant et je vois que votre voisine hoche la tête à entendre le sujet. C'est justement l'heure de la représenter, en tout cas de présenter plus en détail son activité. Hortense Aran, je rappelle que vous êtes cofondatrice de Fleurs d'ici, dont le titre est assez explicite pour en comprendre l'objet. Acheter des fleurs locales, on comprend bien les enjeux à partir du moment où on en parle. Sauf que personne n'en parle. Pourquoi est-ce qu'il y a tant, Hortense Aran, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'acteurs économiques qui participent, selon vous, à relocaliser la production de fruits et légumes, alors que vous êtes la première personne que j'entends sur la question de la production horticole? Parce que déjà, bonsoir à tous, je suis ravie d'être là et j'étais vraiment très heureuse d'entendre à la fois les équipes, Audrey Pulvar, nous on a beaucoup travaillé avec les équipes de la mairie de Paris sur toutes ces questions et Monique sur toute la question de l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Et effectivement, moi je vous rejoins sur ce que vous venez de dire sur le côté, c'est très important que les urbains se reposent la question de d'où vient ce qu'ils mangent en fait. Et je pense que cette année a été assez particulière sur ce plan. Je pense que, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, le local fait plus 30% en fait sur l'année 2020. Donc il y a vraiment cette attention à d'où vient ce qu'on mange, parce que je pense que les Français ont eu très peur pendant le premier confinement quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des chaînes logistiques d'approvisionnement qui étaient complètement à l'arrêt parce qu'on avait fermé les frontières, parce qu'à cause du virus, tout un tas de choses. Ils ont découvert que l'ail qu'ils ont au supermarché, il vient d'Argentine et que voilà. Et donc il y a vraiment eu une prise de conscience assez forte que je trouve pour ma part salutaire et je suis contente qu'elle intervienne maintenant. Ça, c'est un des bons effets du virus. Voilà, je pense qu'il est là. Et donc, pardon, et donc, pour revenir, elle pourrait oui. être prolongée, cette prise de conscience, par de l'agriculture urbaine. C'est aussi montrer combien le local peut produire. C'est ça aussi Alors, et effectivement, je pense que c'est très important de se dire que jusque dans les années 50, comme l'a dit Monique et comme on vient de l'évoquer à plusieurs reprises, le lien entre ville et campagne était quand même beaucoup plus soutenu et c'est la mondialisation en fait qui nous a complètement éloignés de circuits de production locaux qui étaient autosuffisants, alors même que la population française certes a cru, mais pas non plus dans des proportions qui justifient le fait qu'on se soit autant éloigné de l'agriculture. C'est parce que effectivement on a fait des choix avec la PAC notamment, mais aussi sur de production comme disait Monique, qui sont des commodités, c'est-à-dire des choses qui s'échangent sur des marchés internationaux, etc. Et plus du tout sur la question de comment on nourrit les gens. Donc voilà, je pense que c'est important de se souvenir de ça et de recréer du lien entre les urbains qui consomment les produits agricoles qui, eux, viennent de la ruralité. Pour répondre à votre question sur la fleur plus spécifiquement, parce que je me suis éloignée. Je vous ai poussé à l'éloignement, excusez-moi. Mais pour répondre sur la question de la fleur, pourquoi est-ce que personne n'en parle ?
heureusement d'ailleurs, de plus en plus de gens en parlent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un marché qui est considéré comme un petit marché, alors que c'est un marché de 3,5 milliards en France. Oui, toute la filière, c'est 14 milliards. Au coin des rues, quand même. Il y a 15 000 fleuristes en France. Enfin, il y en avait 15 000 en début 2020. On en a perdu 15% cette année du fait de la crise, justement. Mais il y a effectivement, c'est un très gros marché, mais qui n'est pas considéré comme un marché essentiel. D'ailleurs, on a bien compris qui étaient les commerces essentiels et pas essentiels à travers cette crise à nouveau. Donc c'est vrai que c'est une question qui n'est pas regardée, mais de la même façon qu'on ne regarde pas le marché des matériaux pour le bâtiment comme le chanvre ou d'autres choses. Enfin voilà, où il y a énormément de produits issus de l'agriculture. La flore n'en est qu'un, enfin l'alimentaire évidemment, mais il y a la bière par exemple. On rencontre exactement le même problème d'éloignement en fait entre la production agricole, la transformation et la consommation, puisque typiquement sur la bière, il y a aujourd'hui 1600 microbrasseries qui sont réparties à travers toute la France, mais qui brassent du houblon importé d'Inde. Donc malheureusement, cette question de l'importation massive sur la flore, c'est 90% des fleurs qui sont importées, hein, donc c'est énorme. Mais sur le houblon, on ne doit pas être très loin en termes de proportion. Donc malheureusement, effectivement, c'est une problématique très globale à laquelle nous, on s'attelle. Donc vous me demandiez pourquoi. C'est tout simplement pour remettre un peu de sens dans la façon dont on produit et on consomme. Parce que même si on peut produire localement des choses, parce que vous disiez, hein, on mange de plus en plus des produits transformés, notamment. C'est-à-dire que cette étape de la valeur ajoutée à travers la transformation, aujourd'hui, elle est faite essentiellement par des industriels, donc des très gros acteurs, qui ne peuvent pas absorber de la production locale, parce que la production locale, elle n'est pas calibrée. Je pense que c'est ça qui est important de comprendre. Le bon exemple, c'est la frite McCain. La frite McCain, pour qu'elle puisse ressembler à une frite McCain, il faut qu'elle ait un calibre spécifique pour rentrer dans les machines, etc., etc. Et donc, la production locale ne sait pas fournir ça. Ça, c'est de la production industrielle qui sait fournir ça. Et donc, la production locale, comme elle est très éclatée et très diversifiée et pas standardisée, il faut mettre en face un outil de transformation qui puisse prendre ça en charge. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec la flore. Quand on s'est lancé, nous, les gens nous ont dit « mais vous n'y arriverez jamais, parce qu'il n'y a pas de flore standard ». Vous ne trouverez pas les productions comme il y a en Hollande ou au Kenya, où ils sortent 150 000 tiges du même produit, calibré pareil, etc., etc. Ça, effectivement, c'est ce dont vous avez besoin si vous produisez à la chaîne. Si vous faites produire localement par un artisan qui a un geste, un savoir-faire particulier, qui du coup sait s'adapter à ce que produit la nature au fur et à mesure des saisons, peu importe les séries, lui, il sait travailler comme ça, parce que c'est un humain, donc il sait travailler avec un geste spécifique. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez faire du local. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les circuits courts de proximité, tout le monde parle des circuits courts, et tout le monde veut, comme disait Audrey Pulvar, tout le monde veut manger bio, local, etc. Mais pourquoi ça n'a pas lieu ? Mais tout simplement parce que les outils de production qui sont hérités de la révolution industrielle, qui sont des outils qui produisent à grande échelle, ne sont pas adaptés aux productions locales. Et que donc, il faut rétablir ce lien entre la production agricole locale et la transformation pour pouvoir produire un produit vertueux. Mais c'est peut-être plus facile encore finalement pour les fleurs, puisque contrairement, on a le calibrage est, j'imagine, moins nécessaire, même s'il est finalement pas si nécessaire que ça pour l'agriculture, mais il l'est encore moins pour un produit aussi peu essentiel, je ne sais pas, que les fleurs finalement. Ça va dans votre sens en fait. Alors en fait, nous quand on a lancé Fleurs d'ici, justement, on a repensé le produit, c'est-à-dire on s'est dit quelles sont les caractéristiques. En fait, les gens ils achètent quoi ? Est-ce qu'ils achètent le bouquet Acapulco B22 avec 3 tiges de trucs, 4 tiges de machin ? Non, ils s'en fichent. Les gens ce qu'ils veulent c'est quelque chose qui soit beau, à un certain prix. Voilà, c'est à peu près ça, avec éventuellement une couleur dominante. Mais ça, c'était pas du tout la façon dont les industriels de la fleur vendaient les fleurs. Ce qu'ils vendaient, c'était un produit standardisé avec des références, un catalogue, etc., ce qui est très contraignant et qui ne permet pas de s'adapter à ce que propose la nature au fur et à mesure des saisons. Donc il a fallu repenser le produit, et donc chez Fleurs d'ici, ça peut paraître au départ un peu déroutant, vous ne choisissez pas, vous nous faites confiance, parce que nous, on va sélectionner des artisans qui ont un geste, des fleuristes, des très bons fleuristes, qui savent faire justement et qui vont faire en fonction de ce qu'ils trouvent. C'est un peu comme une cuisine retour du marché, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de un bon chef dans un restaurant, indépendamment des saisons ou de ce qu'il va trouver, il va faire un truc bon. Ouais. Parce qu'il va savoir justement s'adapter et faire quelque chose de formidable. Les artisans, c'est pareil. Les fleuristes, c'est pareil. Et si je commande en rentrant chez moi un bouquet de fleurs ce soir, selon que je l'offre pour un ami de Lille ou de Marseille, ce seront
deux bouquets complètement différents. Absolument. Celui de Lille aura été préparé par un artisan fleuriste de lillois qui travaille dans une boutique à Lille. Et en plus, c'est que ça lui permet de soutenir le commerce de proximité. Enfin voilà, le dynamisme des centres-villes, tout ce qu'on a vu là dans les derniers mois, qui sont devenus quand même un sujet assez prégnant. Et il aura travaillé cet artisan à partir de fleurs de la région nord. Voilà. Et à Bordeaux, la même chose, et à Marseille, etc. Et d'ailleurs, pour préciser, pour bien comprendre le fonctionnement de Fleurs d'ici, vous n'employez pas des centaines de vendeurs, de fleuristes à travers la France et des centaines ou des milliers d'horticulteurs à travers la France. Vous mettez en relation pour chaque zone territoriale un producteur et un fleuriste. Et voilà. Exactement. Nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'instant avec Audrey Pulvar, on a aussi réglé cette question de la logistique amont, parce que en fait, tout le monde à nouveau veut du local. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? C'est parce que c'est compliqué de faire rentrer les produits dans la ville. On en a beaucoup parlé, la fameuse logistique du dernier kilomètre. C'est quelque chose de très compliqué. Les producteurs, ils n'ont pas... on ne peut pas être au four et au moulin. Vous ne pouvez pas être à la fois en train de cultiver votre champ, de commercialiser votre produit, de le distribuer. C'est des métiers différents. Et c'est très bien comme ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut... Pour que ça marche, il faut atteindre une certaine taille et donc mutualiser cette logique de la coopération et de la mutualisation. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des tournées autour des villes dans lesquelles on travaille qui permettent de faire rentrer ces produits dans la ville. Alors, on a beaucoup de questions sur Internet, sur Facebook. Je vous prie de m'excuser, je ne souhaite surtout pas bouder toutes les questions que vous nous avez soumises, mais voilà, on va les reprendre maintenant un petit peu. C'est que, disons, on a eu une discussion déjà très dense juste avant et j'ai pas pu en citer beaucoup. Alors, sur cette question de producteurs marchands, on a Arlette justement qui nous dit quelque chose qui m'est venu moi-même en tête quand vous nous disiez les producteurs ne sont pas des marchands. Elle nous dit et pourquoi pas les producteurs ils peuvent parfois se transformer aussi en marchands et certains s'y retrouvent très bien aussi dans cette double casquette. Ils peuvent, et effectivement il y en a certains qui aiment bien avoir ce lien avec le consommateur. C'est intéressant aussi pour eux d'avoir un retour, de savoir, c'est valorisant aussi d'avoir des gens qui... Rebonjour, il y a une petite coupure, mais on est toujours là, non? C'est ça? Apparemment, dis donc, c'est une soirée très mouvementée ce soir et je m'en réjouis, ça justifiera mon retard de 30 minutes qu'on va sans doute prendre sur la fin de soirée. Voilà, et je vous prie encore de m'excuser de toutes ces longueurs. On en était à double casquette, voilà. En deux mots, voilà, cette question des producteurs qui peuvent parfois également vendre. Vous nous le disiez, vous Hortense et vous aussi Monique Poulot, à travers un exemple concret. C'est une possibilité. Certains le veulent, mais c'est pas forcément souhaitable et ça reste deux métiers. La majorité des producteurs ne souhaitent pas effectivement commercialiser leurs produits. C'est vraiment deux métiers avec des savoir-faire très différents. Arlette également, c'est elle qui nous avait sollicité sur cette question-là et un témoignage que je trouve assez chouette et qui est à l'image des autres témoignages sur la question quand on parle de fleurs, forcément vous devez avoir beaucoup d'amis Hortense, quand on parle de fleurs on a tous des sourires qui nous viennent aux lèvres et Arlette qui nous rappelle: je n'achète que très rarement des fleurs, j'attends celles de mon jardin que je ne cueille pas ou très peu, j'achète des plantes chez un horticulteur local en général. À ce propos, peut-être pour compléter le témoignage d'Arlette, on ne doit pas forcément se mettre à dos notre fleuriste en bas de chez nous, on doit juste l'inciter à venir rejoindre votre réseau. Absolument. En fait, si vous voulez faire progresser la cause des fleurs françaises et des fleurs locales et soutenir donc l'horticulture française avec tous les effets bénéfiques sur l'emploi d'abord, mais aussi sur la biodiversité, puisque souvent les horticulteurs sont les derniers détenteurs de certaines variétés,
commencez effectivement par poser la question à votre fleuriste d'où viennent les fleurs. Parce que malheureusement, dans les centres de formation pour les fleuristes, cette question de la provenance des fleurs, elle est souvent éludée. Donc c'est vrai que les fleuristes, si vous leur demandez, bien souvent, ils ne savent pas d'où viennent leurs fleurs. Et donc c'est aussi en les sollicitant eux qu'eux-mêmes poseront la question à leurs grossistes, qui eux-mêmes poseront la question, et donc peut-être qu'on arrivera à un système plus vertueux. Sophie, sur les commentaires Facebook, là encore, qui nous livre un autre témoignage qui vient de l'île Saint-Denis, donc production de fleurs sur l'île Saint-Denis, nous dit-elle, avec les fleurs d'halage, fleurs de halage, pardon, et par des personnes en insertion, épanouissement des personnes avec ce type de production. Et par ailleurs, les fleurs d'halage sont sans produits chimiques, belles et tenant plus longtemps. Et puis Céline, qui rebondissait sur notre discussion de producteurs commerçants et qui nous parle des distributeurs automatiques qu'on trouve parfois devant les exploitations et qui, je pense, est un vrai sujet parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément se développer depuis quelques années quand on sillonne les routes en France. Selon vous, ça fait partie de ces, de ces dispositifs qui peuvent participer à relocaliser d'une certaine manière, à faciliter pour les producteurs, encore une fois, le fait d'écouler des stocks. Monique Poulot, peut-être. Alors c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Bon, j'ai l'impression quand même que la plupart des producteurs l'envisagent comme un complément par exemple, de leur magasin où ils vont véritablement vendre en direct. Mais là encore, je crois que le magasin n'est pas sans poser problème lorsqu'il n'y a pas un groupe d'agriculteurs, puisqu'il va falloir avoir un salarié spécifique à la vente. Et c'est vrai qu'on est malgré tout sur deux métiers. Ce que l'on oublie, par exemple, c'est que les maraîchers franciliens n'ont pas de repreneurs. Ils sont disparus aussi parce qu'ils n'avaient pas de repreneurs. Parce qu'au final, ce métier, c'est pas 35 heures par semaine. C'est pas 60 heures même par semaine. Hein. Quand on fait 5 marchés par an, on est levé à 3 heures du matin, on rentre vers 2 heures et on recommence à préparer le marché du lendemain. Donc on oublie cela et on oublie aussi que ça signifierait des exploitations qui ont beaucoup d'employés. Pourquoi pas ? Je pense que l'agriculture peut fournir de l'emploi. Mais actuellement, dans un marché, surtout d'ailleurs dans une zone comme Paris ou l'Île-de-France, il y a une telle pression sur le marché que les marchés agricoles, enfin les métiers agricoles ne sont absolument pas recherchés. Donc c'est vrai qu'il y a à repenser beaucoup plus globalement. Si on veut qu'ils deviennent aussi des vendeurs, il faut véritablement fournir des possibilités d'emploi, des possibilités nouvelles qui n'existent pas aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème. En fait, je pense qu'il faut penser en termes de filière. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a différents métiers qui s'imbriquent. Et vous posez la question sur les distributeurs automatiques, c'est formidable, mais à nouveau, ça ne règle pas le problème pour les citadins. Parce qu'il faut y aller. Et en fait, je pense qu'il est urgent, si on veut que cette alternative, que cette agriculture-là passe à l'échelle. Désolée d'utiliser des mots qui fâchent parce qu'en France, on n'aime pas les commerçants, on préfère les producteurs, on n'aime pas cette question du modèle économique, mais si on ne se penche pas sur ces questions de la logistique, de comment est-ce qu'on arrive à certains volumes qui permettent à chacun de vivre dignement de son travail, etc., on ne réglera pas ces problèmes. Parlons maintenant des conséquences de cette production locale. Alors, largement avec vous, Monique Poulot, et plus précisément sur la question horticole avec vous, Hortense Aran. Véronique, par exemple, qui nous pose une question. Alors, c'était une question qui a été posée un petit peu en amont. Je suis vraiment en train de remonter le fil des commentaires. On en a énormément qui nous arrivent à chaque moment. Et c'était tout à l'heure lorsque nous parlions des AMAP. Véronique nous demande... comment faire pour se rapprocher de producteurs proches de son lieu d'habitation, et elle nous demande aussi ce type d'achat, enfin ça on l'a un peu dit tout à l'heure, et elle nous demande aussi ce type d'achat a-t-il le même rapport qualité-prix que d'autres commerçants sur les marchés. Est-ce qu'on achète moins cher dans une AMAP, et plus largement, et vous nous le direz juste ensuite, Hortense Aran, est-ce qu'on achète moins cher les fleurs lorsqu'on les achète dans un circuit court comme ceux que vous proposez?
Bon, il existe aujourd'hui des structures pour monter l'AMAP. Le groupe des AMAP d'Île-de-France est bien structuré. Ça existe à peu près dans toutes les régions aujourd'hui. Donc, ils vont accompagner en quelque sorte le collectif de citoyens. Et puis, c'est vrai qu'en Île-de-France, on manque d'agriculteurs susceptibles d'entrer en AMAP. On est obligé d'aller en chercher dans l'Oise, dans l'Eure. On voit bien qu'il y a quand même des contraintes, alors que c'est moins vrai dans d'autres régions. Mais on peut encore trouver des agriculteurs en AMAP. La grande difficulté, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais je vais répondre, c'est aussi, est-ce qu'on va vers des agriculteurs qui font 7, 8 AMAP? On voit bien que là aussi, c'est un changement d'échelle. Et aujourd'hui, un grand nombre d'agriculteurs sont amenés à faire 7, 8, 9 AMAP pour pouvoir vivre. Donc ce n'est pas... je crois qu'il y a quand même un problème financier, économique, qu'on oublie toujours dans l'activité agricole. Et bien justement, alors cette question des prix, combien est-ce qu'ils le vendent, ça? Alors, en règle générale, le prix est calculé de manière à ne pas être tellement plus cher, même je dirais souvent à peu près le même que des produits de proximité qui sont vendus dans la distribution classique. Bon, alors, ce qui est difficile, je pense, pour les consommateurs, c'est d'avoir des produits qu'ils jugent répétitifs. C'est vrai que les petits marrons, l'hiver, on peut trouver qu'il y en a beaucoup. Il y a eu des périodes où, par exemple, il y a beaucoup de pluie. Forcément, les paniers sont très faibles. Et dans ce cas-là, comme on les a payés à l'avance, le consommateur va avoir l'impression qu'il finance pour lui à perte. Donc là-dessus, il me semble que le côté prix est une vraie question. Mais c'est vrai que est-ce que l'on est dans un geste pour relocaliser l'agriculture? Et dans ce cas-là, il faut concevoir qu'on paie peut-être même un petit peu plus cher, en sachant que peut-être aussi, moi je pense qu'il y a pas mal d'AMAP qui fonctionnent comme cela, il convient d'avoir dans des AMAP des paniers qui sont réservés à des populations qui n'ont pas les mêmes moyens que d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Il faudrait d'ailleurs, je pense qu'éthiquement, ce serait intéressant que le mouvement des AMAP demande que systématiquement 10 à 15% des paniers soient distribués moins cher pour permettre justement à des populations à moindre revenu d'avoir accès à ces paniers. Hortense Aran, vous nous disiez à l'instant sur les producteurs sont payés pas assez cher, vous nous le disiez. On a Jacqueline sur les commentaires là encore de notre vidéo Facebook qui nous parle de ces réseaux de producteurs consommateurs en direct en place actuellement à Paris. Au bout du champ, dit-elle, entre guillemets. Et elle nous demande pourquoi les légumes sont si chers. Donc, pour vous, le producteur n'est toujours pas payé assez cher et pourtant, le consommateur, Jacqueline en tout cas, j'imagine qu'il y en a d'autres et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend souvent à propos d'une agriculture d'une qualité un peu différente. Pourquoi est-ce que ça reste cher tout de même? S'il y a moins d'intermédiaires, s'il y a moins de transport? Je pense qu'il est urgent que les Français, en fait, la taille, vous savez, dans le panier moyen, dans le panier des ménages français, le poids de l'alimentation n'a fait que diminuer dans les 50 dernières années. Au profit de quoi? Des abonnements Netflix, du téléphone, enfin voilà. Il y a un moment où je pense qu'il faut revenir à des basiques. Je suis désolée, ça ne va pas plaire à tout le monde qu'on dit ça. Je sais, on va dire que c'est parce que moi, je suis un bobo ou je dois pas avoir de difficultés en fin de mois. Mais en fait, il faut aussi se poser la question à un moment de qu'est-ce qu'on veut, quoi. Qu'est-ce qui est important? Faut revenir peut-être à des choses peut-être assez simples, c'est-à-dire de quoi on a besoin, de se loger, de se chauffer et de manger. Et l'éducation arrive juste derrière. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que faut peut-être aussi repenser la façon dont on consomme globalement et se dire que le prix qu'on paye, le prix qu'on nous a habitués depuis les 30 Glorieuses à payer des produits agricoles, c'est pas le bon en fait. Et c'est pas le bon pour personne. C'est-à-dire, c'est pas le bon pour nous consommateurs parce que du coup, la contrepartie, c'est que on consomme des
produits qui sont globalement gavés de pesticides, qui ont fait des milliers de kilomètres. Alors oui, ça paraît contre-intuitif, effectivement, on se dit ça vient d'à côté, donc le coût du transport. Mais en fait, la façon dont la logistique, à nouveau, je suis désolée, pour moi c'est la clé du succès, est organisée, fait que ça coûte moins cher de faire venir des fleurs, ça paraît dingue, du Kenya, que de les faire venir de Grésy-Suin à côté de Brécontre-Robert dans Paris. Voilà. Parce que c'est des questions de flux, de volume, etc. Et donc, nous, la solution qu'on propose et dans laquelle on croit, c'est la tech, c'est le digital en fait. La façon dont on peut aujourd'hui réorganiser ces flux en les éclatant, mais en réussissant à optimiser sur de la perte, parce que notamment sur l'horticulture, c'est presque 50% de la production qui est perdue. Donc, parce que c'est un produit frais, périssable, etc. Donc en optimisant tout simplement les chaînes logistiques, moi je pense qu'on peut arriver à un produit qui est compétitif, donc qui reste abordable au plus grand nombre, mais en même temps qui permet aussi aux producteurs de vivre dignement et d'être rémunérés selon les salaires français. Et c'est pas Valérie qui ira contre l'idée que vous êtes en train de développer, Valérie, que je cite. Absolument, il va falloir apprendre à payer au prix juste les produits agricoles si on veut permettre à des agriculteurs de vivre dignement, d'être attractifs en termes d'emploi, et idem pour toute la filière, grossistes, vendeurs, répartition juste dans la chaîne de valeur. Et alors, il y a un enjeu que l'on doit citer maintenant, qui est très en lien en tout cas avec ce que vous nous disiez à l'instant, Hortense Aran, c'est les questions écologiques, l'enjeu écologique d'une filière plus courte. Est-ce que vous pouvez nous en donner peut-être quelques chiffres, juste qu'on se rende compte un petit peu de qu'est-ce que ça implique? Vous parlez de production de fleurs au Kenya. J'imagine que les Pays-Bas déjà, ça reste en Europe, c'est pas tout près non plus. Mais c'est pas terrible non plus. En fait, juste pour rebondir, il faut, on milite, on est un certain nombre maintenant, Maxime de Rostolan, Verne d'Avenir, etc., pour avoir cette idée de la triple comptabilité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les Français, pardon, je reviens une seconde sur ce point, se posent la question du prix qu'ils payent. Il y a le prix qu'on paye à la caisse tout de suite, c'est sûr, quand on achète un produit. Et on se dit, ce produit-là, l'ail d'Argentine, là, je vais le payer 50 centimes, alors que l'ail français, je vais le payer 1 euro. Ok, c'est vrai, ça fait une différence de 50 centimes. Il y a des gens pour qui 50 centimes, c'est important. Je comprends ça parfaitement. Mais il faut bien se dire que ces 50 centimes que vous allez payer, que vous avez économisés, vous allez les repayer 3 fois, parce que vous allez les payer une fois en cotisation au chômage, parce que c'est des emplois en moins qu'il y aura en France, et vous allez les payer 50 centimes encore une fois en tout ce qui vient compensation des impacts environnementaux de ces productions industrielles mondialisées. Donc, il faut quand même bien réfléchir, c'est-à-dire que, ok, le gain, il est immédiat, mais il n'est pas durable. Et en vérité, il faut apprendre à consommer en prenant en compte tous ces impacts. Peut-être même qu'on le paye une troisième fois avec le coût en matière de santé publique, j'imagine, sur certains... Absolument. Pardon, j'ai oublié le troisième volet, j'avais dit 3 fois, effectivement, et il y a le coût en santé publique. Donc, effectivement, il y a toutes ces questions-là. Et donc, il faut qu'on apprenne à réfléchir, pas seulement en consommateur, mais aussi en citoyen quand on consomme. Et moi, je le dis souvent, la carte bleue, c'est la première carte électorale qu'on a à notre disposition. Donc, je pense qu'il est important qu'on prenne ça en compte aujourd'hui. Et donc, pour répondre à votre question sur la question des intrants, des pesticides, etc., d'abord, pour fabriquer des intrants, ça coûte énormément de carbone. C'est des produits qui, déjà, à la production, polluent, qui évidemment polluent ensuite quand ils sont utilisés. Sur la production de fleurs, puisque c'est plutôt ma partie, donc je vais parler de ce que je connais, il y a 60 millions de consommateurs qui avaient fait une étude il y a 2 ans sur les roses, et ils avaient trouvé jusqu'à 25 substances interdites dans les fleurs importées. C'est-à-dire que... on met notre nez dessus. Et nous, on met notre nez dessus, on les met dans l'eau. L'eau, elle rejoint le réseau des eaux usées. Donc, voilà, il faut quand même un moment... Alors, sur la fleur, je pense que par rapport à l'agriculture, à l'alimentation, c'est peanuts, c'est très faible. Mais il faut avoir en tête quand même que la façon dont on consomme, c'est la société qu'on construit. Et sans parler, alors je vais vraiment dans votre sens, mais je comprends bien l'idée de tout ça, sans parler de la question du transport, là encore. Évidemment. Qu'est-ce que ça implique? Mais de façon assez contre-intuitive, je vais vous donner juste un chiffre. On se dit que des fleurs qui viennent du Kenya, elles vont polluer plus que des fleurs qui viennent de Hollande parce que c'est plus près la Hollande. Pas du tout, parce qu'en fait, en Hollande, vous êtes dans des serres qui sont chauffées, éclairées 24 heures sur 24, donc avec une consommation d'électricité, donc une production de carbone qui en fait est 5 fois plus élevée
que celle du transport aérien que nécessiteront des fleurs qui viendront du Kenya. Donc en fait, il faut bien comprendre, c'est aussi ça la production de saison, cette idée de suivre le rythme des saisons, des productions de plein champ, etc. Alors oui, les potimarrons, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a marre et qu'on aimerait mieux manger des tomates. Ok, on peut faire griller les pépins. Ça fait une nouvelle chose de potimarron. Voilà. C'était la petite astuce. Voilà. Et puis, il faut réapprendre à cuisiner aussi. Je pense que, à nouveau, le confinement, je ne vais pas dire que ça a été une bonne nouvelle, mais quand même, je pense que le confinement nous a aussi réappris à faire la cuisine et donc à transformer les produits et à se dire qu'effectivement, le potimarron, il y a 1000 façons d'en manger, en fait, et que ça peut ne pas être ennuyeux. Ce n'est pas forcément de la soupe. Et voilà, et qu'il y a plein de choses à faire avec tout ça. Vous vouliez réagir, pardon, Monique Poulot Alors, je pense qu'il y aurait peut-être une autre. Alors, est-ce qu'on va l'appeler un coût caché c'est aussi l'orientation de ces agricultures de là-bas, le Kenya, enfin les fleurs au Kenya. Qu'est-ce que ça signifie pour leurs filières alimentaires? Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent. C'est de la place prise aux terres agricoles. Bien sûr, bien sûr. Et donc, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Monique, effectivement, il y a ça. Ça veut dire déplacement de population, notamment au Kenya. Il y a des lacs qui ont été asséchés, le lac Naivasha, qui sert en fait pour produire les fameux haricots verts que vous allez acheter en maraîchage, chez votre marchand des 4 saisons ici, ou les roses qui viennent du Kenya. Donc, c'est des lacs qui sont asséchés. Et du coup, c'est des déplacements de population aussi. Et donc, ça vient aussi nourrir les mouvements migratoires. Donc, à nouveau, il faut bien se poser la question Et par ailleurs, c'est des femmes qui travaillent dans ces exploitations qui sont exposées à des telles doses de pesticides qu'après 40 ans, elles ont des maladies respiratoires et elles ne peuvent plus travailler. Donc, voilà, c'est formidable. Tout ça pour gagner $60 par mois. Magnifique. Une dernière question pour rester précisément dans le domaine des fleurs. C'est Dominique qui nous la pose et qui demande si vous connaissez la proportion des fleuristes qui favorisent la vente de fleurs cultivées localement. Pour élargir la question, qu'est-ce que ça représente? On en est où en fait dans cette filière horticole et votre initiative est évidemment très louable. Est-ce qu'elle va sauver la production agricole en France? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui y participent? Ou est-ce que, on commence à se retrousser les manches, mais il y a encore un long chemin devant nous? Alors, c'est assez encourageant, en vrai. Je dois dire que nous, on est assez optimistes. Déjà parce que, comme je vous ai dit, la production, le local, la demande a considérablement augmenté. Nous, on a vu... c'est incroyable. C'est vraiment très impressionnant, hein, la façon dont les gens changent de mode de consommation. Ça va assez vite, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à le dire. Et du coup, la proportion des fleuristes qui veulent faire des fleurs locales, mais j'ai envie de vous dire, mais c'est 100% en fait. Mais il faut régler la question de la logistique, je le redis. C'est-à-dire que tout le monde veut travailler mieux. Quand vous êtes fleuriste, vous n'avez pas envie de respirer des pesticides à longueur de journée, de fleurs qui sont importées. Vous avez envie de nourrir le tissu local. Bien sûr, tout le monde a envie de faire ça. Il faut juste que que la marchandise soit là, au bon prix, et avec le bon service. Si ce qu'on vous dit, c'est « Ah oui, vous pouvez avoir des fleurs locales, mais il faut que vous alliez faire le tournée de votre région, faire 50 bornes en voiture pour aller chercher 3 fleurs », vous ne le faites pas en tant que fleuriste parce que vous ne pouvez pas tout faire. Mais si on arrive à régler cette question de comment on fait rentrer les produits agricoles dans la ville, je pense que tout le monde va s'y mettre. Il n'y a pas de raison. Personne n'est réticent. Une dernière réaction. Moi, j'aimais bien terminer là-dessus parce que c'était très optimiste. Alors, si vous, je suis toujours sur ces petites notes optimistes de fin, mais on vous écoute, Monique Poulot. Non, mais attention, n'allez pas nous dire quelque chose. Je souscris en sachant que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est en effet la situation Covid. Est-ce qu'elle a eu des avantages? Je pense qu'on peut le dire de ce point de vue-là. Le local est depuis quelques années en forte hausse, mais c'est vrai que cette crise, ces interrogations autour du sanitaire amènent à repenser aussi l'alimentation. Et c'est vrai que l'on a vu dans la plupart des communes se mettre en place des circuits que l'on n'imaginait pas en très peu de temps. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur un changement d'échelle, parce que si je prends, par exemple, au niveau des AMAP, pour le moment, on est sur quoi 3% de la population. Oui, je veux dire, il ne faut pas non plus imaginer. Voilà. Mais il n'empêche que là, on est peut-être à un moment où on est sur un seuil quantitatif à suivre, avec, à mon avis, malgré tout, un secteur qu'il convient encore d'aider, parce que l'agriculture est un secteur en difficulté. Et ça, je crois qu'il faut le redire.
Donc ça ne sera pas la note optimiste que j'avais espérée, mais c'est une réalité qu'il est nécessaire effectivement de rappeler. Peut-être, tiens, là voilà la note optimiste, c'est Marie qui nous l'offre et on l'en remercie. Marie, dans les commentaires Facebook de notre vidéo, qui nous parle de son AMAP, au sein de laquelle une jeune fleuriste qui produit elle-même ses fleurs s'est proposée. Et elle nous dit, Marie, que son test a eu beaucoup de succès chez les Amapiens. Voilà, donc là encore, pour accompagner votre entreprise, enfin, voilà, dans un autre cadre. Il y a énormément de commentaires. Écoutez, Monique Poulot, Hortense Aran, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, peut-être que votre voisin en a un, si vous pouvez lui emprunter ce soir ou demain matin. Vous likez la page du CIE de Paris et vous allez participer un petit peu à cette discussion qui est vraiment... je ne sais pas si on a... avec ces petites leçons de ville, il y a beaucoup de discussions sans cesse, mais en tout cas, ce soir, c'était particulièrement vif. Et on vous en remercie vivement. Voilà, vous nous regardez et vous participez à ces débats, et c'est ça qui en fait, je pense, la richesse et l'intérêt, évidemment. Merci beaucoup à toutes les deux. Je remercie à nouveau, je crois que, je ne sais pas si elle nous suit encore, Audrey Pulvar. En tout cas, merci beaucoup à elle d'avoir également participé. Monique Poulot, Audrey Pulvar, Hortense Aran. Donc vous étiez nos intervenants ce soir dans le cadre de cette petite leçon de ville, en direct du CIE de Paris. Et Pierre Fonbonne était en charge de la diffusion web pour Thémaprod. Merci à lui, merci à vous, merci à vous tous de nous avoir suivis. À titre personnel, je remercie le CIE de Paris de me permettre chaque mois de participer à l'animation de ces chouettes discussions.